Quand on commence à parler du climat, alors je ne vous parlerai pas, je pense que vous avez tous entendu des climatologues parler, et souvent, vous entendrez des climatologues vous dire le petit âge glaciaire, ça n'existe pas. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça existe le petit âge glaciaire, on le retrouve dans l'histoire. Pourquoi ils disent que ça n'existe pas? Tout simplement parce qu'un climatologue, quand il vous parle du climat, il vous parle du climat au niveau de la planète. Et donc c'est une globalité. Et c'est vrai que depuis plus de 600 ans maintenant, parce que ça fait un moment qu'on dit que ça fait 600 ans, mais enfin depuis plus de 600 ans, le climat n'a pas varié. Sauf que ça dépend où on est. On va voir qu'il y a des choses qui font fluctuer le climat et que s'il y a des endroits où il fait plus chaud, ça veut dire qu'il y a des endroits où il fait plus froid, ainsi de suite. Voilà, donc on va parler de choses, moi je vais vous parler de petit âge glaciaire, je vais vous parler d'optimum climatique, et ça, ce sont des expressions qu'on emploie au niveau régional. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre quand on dit niveau régional et qu'on parle de l'Empire romain, mais il faut penser quand même que l'Empire, même s'il est grand pour nous, c'est quand même par rapport à la planète une toute petite zone, donc on peut se permettre de certaines facilités. Mais avant de commencer à parler de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, il faut d'abord qu'on parle de ce qui a un impact sur le climat, de ce qui fait plus chaud ou plus froid. Bon, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Si je vous dis que c'est l'activité solaire qui fait qu'il fait plus chaud ou plus froid, ça ne vous étonnera pas, sachant que le soleil, l'activité solaire a un rôle majeur et que cette activité solaire varie de façon cyclique. Je ne rentre pas dans les détails des cycles solaires, mais sachez qu'ils sont cycliques. Alors là, pour parler de la précession et de l'inclinaison terrestre, d'habitude j'utilisais une orange. Et puis j'ai un ami qui m'a gentiment fait remarquer qu'à l'heure de l'IA, utiliser une orange, ça faisait un peu has-been. Alors il m'a envoyé une petite vidéo, et la voici. Les paramètres de Milankovitch. Rien que le nom, on a envie d'une petite animation pour bien comprendre. Pas de problème, je suis là pour ça. Depuis 2 millions d'années, la Terre alterne régulièrement entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires. Eh bien, la compréhension de cette alternance, on la doit à l'un des plus importants savants du XXe siècle. Ah ok, compris, Milankovitch, c'est bien ça. Exact, Milutin Milankovitch. En fait, ces glaciations et déglaciations sont directement liées à l'ensoleillement de la Terre, à la chaleur qu'elle reçoit, si tu préfères. Eh bien, cette chaleur n'est pas constante et varie en fonction de 3 paramètres astronomiques que l'astronome serbe a découverts. D'où le nom paramètre de Milankovitch. Absolument. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe incliné. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés, mais depuis 1 million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Vous l'aurez compris, plus l'axe est incliné, plus les saisons sont contrastées et inversement. Ok, jusqu'à présent, je suis. Et le deuxième paramètre? Le second paramètre,
c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et le troisième paramètre? Ah, le troisième est un peu plus complexe. C'est la précession des équinoxes. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne à la façon d'une toupie. La direction de l'axe de la toupie varie et décrit un cercle. Eh bien, c'est pareil pour la Terre. L'axe de rotation terrestre décrit un cercle en 23 000 ans. À cause de cette précession, les saisons ne se passent pas au même endroit sur l'orbite. Il y a 11 000 ans, l'été dans l'hémisphère nord se produisait quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était donc des étés très chauds. Avec la précession, il se passe désormais quand la Terre est au plus loin du Soleil. Les étés dans l'hémisphère nord sont donc plus frais qu'il y a 11 000 ans. C'est la combinaison de ces trois paramètres orbitaux, l'obliquité, l'excentricité et la précession, qui influencent le climat de la Terre. Ok, compris. Et concrètement, qu'est-ce qui fait entrer la Terre en glaciation, par exemple? Si la Terre cumule, par exemple, un axe de rotation peu incliné, une orbite faiblement elliptique et avec des étés qui se produisent loin du Soleil, par exemple, des étés donc frais, la glace accumulée en hiver ne fondra pas pendant l'été. Cela favorisera une entrée en phase de glaciation. Depuis 2 millions d'années, c'est donc au rythme de ces paramètres orbitaux que la Terre alterne entre des cycles glaciaires d'environ 100 000 ans et des cycles interglaciaires, plus chauds et plus courts, d'environ 10 000 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire inhabituellement longue, qui a débuté il y a 11 000 ans. Elle devrait encore durer 40 000 ans avant de voir la prochaine période glaciaire. Bon, je vous passe la fin. Vous avez vu l'essentiel, qui sont les inclinaisons et les axes de rotation de la Terre. Vont jouer aussi sur l'inclinaison de la Terre deux autres choses. L'attraction des autres planètes du système solaire qui peuvent faire varier l'axe de la Terre. Alors c'est infiniment, c'est très très faible, mais quelquefois c'est comme l'effet papillon, il suffit d'un rien pour que ça fasse basculer le climat dans le chaud ou dans le froid. Et bien sûr, le choc avec une météorite. Ce qui va jouer aussi, c'est l'opacification de l'atmosphère, et en particulier bien, par les éruptions volcaniques, par l'activité humaine, les gaz à effet de serre et autres. Jouent sur le climat les courants, et en particulier le Gulf Stream. Quelque chose d'extrêmement important, qui sera très très important dans l'Antiquité, ce sont les processus océaniques et en particulier le phénomène El Niño. Ce phénomène El Niño entraîne un réchauffement de la surface de l'océan Pacifique et un déplacement de la mousson vers l'est. Et on verra que ce déplacement de la mousson vers l'est va entraîner des conséquences très importantes au niveau de l'Égypte. Nos fameux courants jet. Donc, au-dessus de la Terre, dans la stratosphère, il y a deux courants extrêmement violents, deux courants d'air extrêmement violents qui se déplacent à des vitesses assez folles. Et il y en a un qui se situe au niveau... il y en a 4, 2 par hémisphère, un polaire et un... un polaire et un subtropical.
Vous voyez, c'est vaguement représenté, ils ondulent. Et ces ondulations ont énormément d'importance là encore. Alors, ils ondulent dans tous les sens. Hein. Ils ondulent en profondeur, en hauteur, en largeur, c'est très ondulatoire. Et ils se déplacent. L'hiver, ils descendent vers l'équateur et l'été, ils remontent vers les pôles. Ça, c'est en principe. Et de temps en temps, ils se déplacent avant. Ces ondulations vont entraîner des courants d'air dans l'atmosphère et surtout des dépressions. Et tout le monde, je pense que vous vous souvenez tous, des tempêtes de 1999, fin de 1999, les énormes tempêtes qui ont complètement décimé les forêts en France, en Europe. Eh bien, c'était ces courants, c'était une ondulation, une boucle qui a déclenché les tempêtes qui étaient dessous. Donc il faut savoir que ces ondulations peuvent provoquer autant des phénomènes très favorables au climat comme très défavorables. Mais on ne va pas tarder à en reparler, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, oui, ces fameuses ondulations, elles sont responsables de deux choses, ce qu'on appelle les oscillations nord-atlantiques. Et donc, notre fameuse dépression de l'Islande, vous en entendez, si vous écoutez la météo, vous en entendez parler, qui fait quelque chose que vous ignorez tous, hein, qui pleut en Grande-Bretagne, et qui fait soleil au bord de la Méditerranée. Mais ça, c'est l'anticyclone des Açores, hein, qui est responsable de ça. Et surtout, je vous l'ai dit aussi, notre fameuse mousson d'été. On a parlé de l'activité humaine, j'ai parlé des effets de serre, des gaz à effet de serre, mais il y a aussi tout ce qui relève de la déforestation et de la pollution. Pensez que la déforestation, c'est quelque chose de très ancien. La Toscane a été rasée et mise à nu à l'époque des Étrusques pour la métallurgie. Pareil pour les potiers. On ne pense pas très souvent que pour produire de l'énergie, nos ancêtres ont rasé la moitié des forêts. Ceci étant, maintenant, il faut savoir comment on mesure le climat et surtout, on va savoir comment ça s'est passé avant. Donc, on va utiliser des indicateurs. Alors, les premiers indicateurs qu'on utilise et que vous connaissez bien, ce sont les carottes glaciaires. Les carottes glaciaires, vous voyez les bandes de dépôt, et en particulier les bandes de dépôt soit de cendres, souvent de cendres de volcans. Et vous verrez qu'on va en reparler. Ça permet de dater des phénomènes particuliers, mais également quelque chose de très important, les concrétions dans les grottes. En fonction de leur composition et de leur vitesse de déposition, on peut en tirer des conclusions sur la température et sur la pluviométrie. Quelque chose que j'aime beaucoup. Les sédiments du Pô. Sachez qu'on étudie les sédiments du Pô, qui est ici, hein, le delta du Pô, dans le golfe de Tarente. Tout ça parce que ces sédiments, ils vont descendre le long de la botte et ils vont se coincer dans le talon. Et ça a un avantage, c'est que du coup, ça va se stratifier et on va pouvoir faire des carottages et étudier l'évolution de la sédimentation. Et en particulier avec les spores des algues qui proviennent des glaciers alpins, qui nous donnent la température et la pluviométrie dans les Alpes, à certaines périodes. Bien entendu, les cendres volcaniques et en particulier les vers volcaniques qui vont nous donner, là encore,
une information sur la datation. L'avancée, le recul de la végétation et des glaciers nous donne encore des informations. Idem pour les traces laissées par les crues des lacs ou des rivières. La dendrochronologie. Alors, si la dendrochronologie nous donne l'âge des arbres, elle nous parle aussi très fortement du climat. La largeur des cernes nous indique si l'arbre a beaucoup poussé ou peu poussé cette année-là. Donc, si le climat était favorable ou s'il était défavorable, s'il faisait très froid, très sec, etc. Mais d'autres choses nous indiquent. Ce sont tous les artefacts archéologiques, hein, les restes d'habitat, les restes de foyers, nos petits crocodiles du Nil qu'on retrouvera plus tard, etc. Donc tout ça, ça va nous donner des informations. Alors sachez que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, chaque archéologue, tout le monde travaillait dans son coin. Les paléontologues d'un côté, tout le monde travaillait à part. Et puis un jour, et personne n'était d'accord évidemment sur les datations. Et puis un jour, il y a quand même un historien américain qui a eu un peu plus de jugeote que les autres. Il a pris toutes les données, il les a mises à plat et il les a superposées. Et il s'est rendu compte que ça correspondait, il suffisait de faire une synthèse de toutes ces données. Et c'est depuis qu'on travaille de plus en plus, qu'en archéologie, on travaille de plus en plus, main dans la main, les sciences dures, les sciences et l'archéologie, et qu'on voit toutes ces choses se développer, et qu'on croise surtout pour être bien d'accord sur les dates et sur les lieux. Alors, en moins 1200, à moins 12 000, je veux dire, l'Holocène s'est installé sur la planète et c'est une période intermédiaire. Donc, on va avoir un climat chaud et stable. On va avoir ensuite, à partir de ce moment-là, les choses vont évoluer. Vous voyez, on est à moins 12 000 et on va arriver à l'Holocène moyen, moins 6200. Alors, moins 6200. Ça m'agace profondément. J'ai mis ce qu'on donne, mais moi, quand on est à moins 6000, me dire 50, ça me paraît un peu ridicule. Mais moins 6000, ça vous dit quelque chose ? C'est le début du néolithique, c'est le début de la sédentarisation. Entre moins 12 000 et moins 6 000, c'est le début de la sédentarisation en Mésopotamie. Et donc, vous voyez que le climat, il est plus que stable et il est chaud. Ça va permettre bien le néolithique, ça va permettre le développement de l'agriculture et surtout le développement des cités, des premières villes et des premières structures politiques un peu complexes. Cet Holocène va évoluer jusqu'en moins 1200. Et moins 1200, vous en avez tous entendu parler, à la fois par les peuples de la mer, d'une part, mais d'autre part, tout le monde a entendu parler de la guerre de Troie. Et Troie, c'est moins 1200. En fait, il y a de fortes chances que ça corresponde tout à fait. Il va se passer qu'on arrive sur un Holocène tardif, donc le climat va se refroidir. Il va y avoir, dans tout ce qui est le Péloponnèse, des périodes de sécheresse et de pluie diluvienne en alternance. Le tout couplé avec des tremblements de terre, parce que bon, tant cogner, autant aller jusqu'au bout des catastrophes. Donc, qui dit pluie diluvienne, sécheresse, tremblement de terre, dit famine, parce que plus de récolte, plus de pêche. Donc, guerre civile. Et on va voir la civilisation mycénienne disparaître,
ainsi que la civilisation hittite en Turquie. Alors, pour la première fois, j'ai entendu assez récemment des archéologues émettre l'hypothèse qu'en fait, les Hittites auraient pu disparaître, en fait, à la suite des guerres avec les peuples de la mer qui ont détruit leur civilisation, sachant qu'ils étaient déjà bien affaiblis. Hein, c'est pas du tout, c'était pas une civilisation prospère. Mais ces peuples de la mer, ben, en fait, ce sont les élites grecques. Alors maintenant, je pense que tout le monde en a à peu près la certitude, qui vont fuir la Grèce en portant avec eux l'écriture. Hein. L'écriture va disparaître en Grèce, on va rentrer dans la période sombre, et qui vont repartir vers la Turquie, vers l'Égypte, où ils vont être repoussés par Ramsès III, qui va les renvoyer sur le Sinaï. Et là, ils vont vouloir s'installer. Et pour s'installer, ils vont se battre avec les peuples autochtones. Mais au bout d'un moment, ils en auront assez de se battre. Et ils vont avoir l'intelligence, les deux peuples, de prendre le meilleur de l'autre. Ils vont se métisser et ça va donner les Phéniciens. Et avec les Phéniciens, l'écriture d'excellents marins qu'ils ont dû prendre aux Grecs et d'excellents commerçants qu'ils ont dû prendre aux Cananéens, et ils vont repartir et ils vont fonder Carthage. Donc vous voyez, on a déjà on est passé par une zone sombre et on repart. Mais il faut parler maintenant d'autre chose, qui est l'optimum climatique romain. Cet optimum climatique, il va s'installer de moins de 150 et il va s'étendre jusqu'à 450. Vers 850, on va avoir une période de nouveau, une période assez froide, assez secouée, due à un volcan, comme d'habitude, qui va opacifier l'atmosphère et faire chuter les températures. Et puis doucement, ça va remonter jusqu'à cet optimum. Donc, notre fameux optimum, il est dû à une boucle de nos courants. Vous savez, quand je vous ai montré les jet streams, les courants ondulatoires dans la stratosphère, c'est une boucle qui va s'installer sur l'hémisphère nord et installer, je vous ai dit, ça peut être défavorable comme favorable, et installer un climat chaud, humide et stable. Alors, on sait que le maximum, surtout à Rome, ça sera 150, et qu'après, ça va décroître. Mais pensez que l'Empire romain, il est très vaste. Donc, l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'entre moins de 150 et 450, ça va se déplacer selon les zones. Et donc, on va avoir des zones plus ou moins favorisées en fonction des moments. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on va avoir une période relativement favorable pour le développement de l'Empire et la Pax Romana. L'agriculture va être son maximum et ça va être parfait. Mais c'est tout l'hémisphère nord qui bénéficie de ça. C'est-à-dire que même en Chine, c'est l'Empire Han qui est en train de se développer. Ce n'est pas spécifique à l'Empire romain. Mais bon, on ne va pas étudier les Chinois, on va les laisser pour l'instant. Ça sera pour une prochaine conférence. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est extrêmement étendu, mais c'est étendu d'est en ouest, et du nord au sud. Sachez que l'Empire romain au sud ira jusqu'aux îles Pharasan, qui sont situées à l'entrée de la mer Rouge.
Donc c'est vraiment sud-sud-sud, hein. C'est très très bas. Alors, les conséquences de tout ça, ben, ça va être que c'est absolument fabuleux parce qu'il va y avoir des terres cultivables en moyenne altitude. Pourquoi ? Ben parce que ce climat chaud va entraîner la fonte des glaces, donc libérer des terres cultivables. Et vous voyez que l'olivier et la vigne vont être cultivés jusqu'à 700 mètres d'altitude. Donc c'est quand même assez haut. Des pluies régulières qui vont augmenter la productivité des récoltes, et en particulier en Grèce. En Bretagne, vous allez avoir de la vigne. Alors Bretagne, hein, quand je dis Bretagne, il faut entendre Grande-Bretagne, hein, c'est en Angleterre. On va avoir vignes et châtaigniers. En Égypte, eh bien, on va avoir un arrêt de la désertification et des pluies régulières à Alexandrie. Alors, arrêt de la désertification, il faut savoir qu'à la fin de l'Holocène, la désertification a commencé à s'installer sur la partie sud de l'arc méditerranéen, la côte africaine de la Méditerranée. Et c'est-à-dire la création, le début du Sahara, la fin du Sahara vert. C'est irrémédiable, ça va continuer. Sauf que on pourra avoir des arrêts. Quand je dis que c'est irrémédiable, il n'y aura pas de recul, mais ça pourra s'arrêter à certains moments. Et au moment de cet optimum climatique, on va avoir des arrêts et donc on profitera encore des quelques petits restes du Sahara vert. Alors, regardez en Égypte, en rouge, c'est les pluies à l'heure actuelle. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont complètement sans pluie. Alors qu'à l'époque, il ne pleuvait pas forcément beaucoup, mais il pleuvait très souvent. Donc c'était excellent pour les cultures. Et ce n'était pas qu'en Égypte, hein, je vous ai dit, c'était tout le long. Et on le sait comment ? Eh bien, grâce à nos petits crocodiles. Pourquoi ? Parce que ces petits crocodiles, ce sont des momies. Et les archéologues ne comprenaient pas pourquoi ces momies c'était des petits, alors qu'ils sont énormes dans le Nil, donc ça ne pouvait pas correspondre. Et puis ils ont eu la chance de pouvoir faire les analyses génétiques et s'apercevoir que ce n'était pas du tout les mêmes espèces, et que l'espèce de ces petits tous, on retrouve leurs fossiles tout le long justement de la côte méditerranéenne de l'Afrique jusqu'en Mauritanie, et qu'on les trouve en vie encore aujourd'hui en Mauritanie, mais plus en Égypte. Et c'est quand ils ont disparu en Égypte avec la désertification que les gros crocodiles de Nubie sont descendus et ont envahi le Nil. Donc, au Proche-Orient, une des conséquences, c'est que la mer Morte va avoir un niveau très élevé qu'elle gardera très longtemps. À Rome, les inondations sont au printemps et plus en automne. On le sait pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des courses de chevaux au printemps et que tous les Romains râlaient parce que elles ne pouvaient pas avoir lieu. Il pleuvait, c'était inondé. Donc voilà, donc on sait que c'était sous l'eau. En Grèce, il va y avoir la sécurisation des récoltes de céréales. En Gaule, est-ce que je vous parle de Barbegale et de la taille de la meunerie, hein, pour vous dire à quel point les récoltes de céréales étaient importantes. Bien entendu, s'il y a largement de quoi manger, la démographie augmente et le commerce va se développer. Donc les villes vont se développer, le commerce va se développer, et le commerce se développant et sortant de l'Empire romain, eh bien, on va avoir des maladies endémiques qui vont apparaître, et on va surtout avoir les deux maladies qui font le plus de morts, c'est le paludisme et la tuberculose. Ensuite viennent les diarrhées, et les autres petites choses. Mais dans un premier temps, c'est paludisme et tuberculose. Le palu vient d'Asie,
la tuberculose vient d'Afrique. Alors, pour vous montrer le commerce, Strabon nous dit que de Myos-Hormos, qui est un port égyptien sur la mer Rouge, il y avait, avant les Romains, 20 bateaux qui partaient. À l'époque des Romains, il y a 120 bateaux qui partent par an pour aller jusqu'en Chine, puisque maintenant, on a même retrouvé des inscriptions en Chine qui semblent prouver que les Romains sont allés jusque là-bas. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste du cabotage, enfin, c'est pas venu juste par saut de puce. C'est allé assez loin. Pour autant, je vous l'ai dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. L'OCR. Et en particulier, en 1954, il va y avoir de gros problèmes de sécheresse en Gaule, et il va y avoir, les récoltes vont être très très faibles. Et César, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien trouver de mieux que de faire monter son armée pour s'approvisionner en grains pour lui donner à manger au centre de la Gaule où étaient produits les grains. Les Gaulois qui, à l'époque, étaient encore pas trop virulents, là, ils n'ont pas envie eux aussi, ils ont faim, et ils n'ont pas envie de donner leurs grains aux Romains. Et c'est là que les premières batailles vont commencer. Alors, c'est pas de moi, c'est de Rossignol, de Benoît Rossignol. En 1943, l'Okmok, en Alaska, va exploser. Et là encore, on va avoir des jours sombres, ça va opacifier l'atmosphère, les températures vont chuter jusqu'à 7 degrés en dessous de... Et bien entendu, ça va... Et c'est assez large sur le pourtour, sur l'Empire. Le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de récolte. Et donc, il va y avoir des problèmes de famine. Vous comprenez pourquoi, après, ils s'acharneront, les Romains, à stocker le grain, quand même. Et donc, qui dit famine, dit guerre civile. Et il va y avoir des problèmes. Et ça va correspondre à la chute de la République romaine et à la chute des Ptolémées en Égypte. Pour autant, il faisait quand même pas si mauvais que ça, parce qu'une fois que tout est retombé, ça va repartir, et pendant, disons, 150 ans, ça va être la grande paix romaine. Mais à partir de 150, il va y avoir une chute des températures, une augmentation de la pluviométrie dans certaines régions, une reprise de la désertification dans d'autres, une baisse de la production agricole, ce qui va entraîner des problèmes, toutes ces choses concordantes. Ça va entraîner des problèmes avec les écosystèmes, des mutations dans les écosystèmes, donc des mutations génétiques, et en particulier le problème de maladies qui n'étaient que chez les animaux qui vont passer chez l'homme, et du fait de la malnutrition, une chute de la résilience. Le résultat de toutes ces belles choses, c'est qu'on va déboucher sur 3 grandes pestes. Alors, qu'on soit bien d'accord, je vous donne ce qu'on nous donne, les historiens nous donnent, on nous donne 3 grandes pestes. On sait très bien que, médicalement parlant, la seule peste, c'est la peste noire. Les 2 autres ne sont pas des pestes. La première, il y a 99,999 chances sur 100 que ce soit la variole, mais comme on n'a pas trouvé le virus, on ne peut pas le confirmer, mais comme Galien l'a quand même très bien décrit, il y a quand même peu de chances qu'on se trompe aujourd'hui. La seconde,
c'est une fièvre hémorragique. Alors, je vous ai mis Ebola, c'est pas Ebola, hein. Mais c'est pour que vous ayez une idée de quel type de fièvre c'était. Hein, c'est arrivé d'Afrique et c'est de ce type-là. Alors, la première peste qui est la peste antonine, hein, elle va arriver, j'ai dit que je voulais celle-là, elle va arriver de l'Est et s'étendre vers l'Ouest. Elle arrive de l'Est, c'est l'armée qui était de Marc Aurèle, qui était en guerre en Perse et qui va être contaminée. 60% de l'armée va disparaître. Et les 40% autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'aurait fait n'importe qui, ils rentrent chez eux. Et en rentrant chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils contaminent tout le reste. Voilà. Et il faut savoir qu'on voit la peste apparaître en 541 en Perse, et on la retrouve en 544 à Rome. Elle a mis 3 ans pour traverser. C'est énorme, enfin, c'est faramineux, quoi. C'est impressionnant. Et elle va se répandre absolument partout. Le nombre de morts, beaucoup. On peut avancer des chiffres, mais ils ne correspondent à rien. Parce que quand, même au Moyen-Âge, enfin très tardivement, quand on vous donnait des chiffres, c'était pour vous dire ou beaucoup ou pas beaucoup. Mais ça n'avait pas de correspondance réelle. Ce n'est pas soutenu par quoi que ce soit. On pense que dans les villes, il y a 1/3 de la population qui a disparu. Je dis disparu, ça ne veut pas dire morte. Ça veut dire qu'elle n'y est plus. Parce que certains ont pu aussi fuir. Hein, on ne sait pas. Mais on sait qu'ils ne sont plus là. Bon, on sait quand même pas mal de choses, parce que Galien a très très bien décrit cette maladie. La chose qu'il va y avoir, c'est que, à la suite de cette peste, il n'y a plus d'armée. Et il va falloir reconstruire les limesses. Et on va voir que ça va avoir des conséquences absolument incroyables. Donc notre peste fait son œuvre, donc une mortalité, des difficultés de recrutement, et bien entendu dans l'armée, et des troubles sociaux. Mais la résilience, cette fois-ci, va faire son effet. Donc, on va retrouver un climat plus clément, donc on va avoir de meilleures récoltes. Qui dit meilleure récolte dit augmentation de la population. Des migrations vont arriver qui vont aussi augmenter la population. Il va y avoir la reprise du commerce, etc. Mais je vais m'arrêter un petit moment sur le mot migration. Pourquoi? Parce que les empereurs, ils avaient un problème. Ils n'avaient plus d'armée et il n'y avait plus assez de population pour nourrir, pour être militaire. Donc ils ont eu une idée géniale, en particulier en Gaule. Ils ont fait venir des populations des Germains, qui étaient plus calmes que les autres, et ils vont leur donner des terres qui avaient été abandonnées, soit parce que la population avait fui, soit parce qu'elle était morte. Et ces populations de Germains vont devoir surveiller la frontière et administrer la province qu'on vient de leur donner. L'avantage de ça, les empereurs partent du principe que si ces populations sont propriétaires de leurs terres, s'il y en a d'autres qui arrivent du nord, ils vont se battre pour la défendre. Donc, on fait rentrer, je dirais, le loup
dans la bergerie, bien que le loup se romanise très, très rapidement. Un autre phénomène qui va être important à ce moment-là, parce que c'est la fin de l'Océan, en fait, on est en train de repasser dans un Holocène tardif. Plus du tout dans... On aura encore des zones avec l'optimum climatique, mais il est de plus en plus faible. C'est le phénomène El Niño. Il faut savoir que pendant les plus de 150 ans, presque 250 ans, El Niño n'avait lieu que tous les 20 ans, au lieu de tous les 4 ans. Et l'importance de ça, je vous ai dit qu'El Niño repoussait la mousson vers l'est. Et la mousson, elle passe sur la corne de l'Afrique. Il pleut sur la corne de l'Afrique, ce qui fait qu'il y a des inondations et qu'il y a les crues du Nil. S'il n'y a plus de mousson, il n'y a plus de crues du Nil. Donc voilà le problème. C'est-à-dire que là, pendant des années, les crues du Nil ont été extrêmement régulières. Là, maintenant, ça va être un peu haché et en dents de scie. D'autant plus que, jusqu'à maintenant, les Égyptiens avaient créé des canaux pour que l'eau ne stagne pas et autres. Sauf qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Les gens, la plupart, ont été décimés. Résultat, il n'y a plus personne pour entretenir les réseaux. Il n'y a plus personne pour entretenir les canaux. Donc plus ça va aller, plus cette eau va stagner. Et plus les terres vont être contaminées et vont de moins en moins produire. Vous voyez qu'en 244, il n'y a pas de crue inexistante. 245, le niveau très bas. Et la production de blé est tellement marginale qu'il faut aller chercher du blé à Rome pour nourrir les Égyptiens. Donc vous vous rendez compte qu'on fait le circuit à l'envers. Bien entendu, il va y avoir des troubles sociaux. Mais bien que tout soit reparti, on va avoir une baisse de l'activité solaire. Et qui dit baisse de l'activité solaire dit baisse des températures. On a de même une aridification qui continue de la rive sud de la Méditerranée. Et toutes ces choses, on va avoir donc ce refroidissement, on s'en rend bien compte avec un grand recul des glaciers, et une surpopulation mal nourrie. Donc de nouveau, qui va être sujette à la première épidémie qui va passer. Et là, cette épidémie, ça va être la peste cyprienne. Alors, pourquoi la peste cyprienne ? Eh bien, parce que Cyprien, qui est évêque de Carthage, va écrire « En hiver, les pluies ne sont pas assez abondantes pour nourrir les semences. En été, il n'y a pas la chaleur habituelle permettant de nourrir les moissons, tant il est vrai que les printemps ne procurent plus l'agrément de leur température, ni les automnes la même abondance de fruits dans les arbres. » Il faut savoir que le soleil, il brillait pas, il faisait froid, c'était vraiment assez catastrophique. Le problème, c'est qu'on n'a plus Galien pour nous informer. Et donc, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y en a eu, elle a sévi beaucoup dans les villes, mais comme il n'y avait pas de gens qui écrivaient dans les campagnes, on ne sait rien sur les campagnes. En plus, on ne sait rien par des écrivains, par des historiens. La seule chose que l'on sait, c'est par les évêques, par le prêche des évêques qui, dans leur prêche, décrivent aux populations les fléaux que Dieu leur envoie sur la tête. Et c'est comme ça qu'on en déduit comment s'est développée la maladie. Donc effectivement, je vous dis, on ne sait pas grand-chose, sauf quand même qu'il y a eu un nombre de morts important, et ça on peut le savoir avec les nécropoles.
Bien entendu, ça va entraîner que des gros problèmes aux frontières. Les frontières vont craquer. Et bien entendu, les go vont rentrer, les troubles vont se multiplier et l'État va s'effondrer. À partir de 300, l'activité solaire repart. Donc, qui dit activité solaire dit réchauffement, dit on repart sur les cultures qui sont florissantes. Youpi, il n'y a pratiquement pas d'activité volcanique, ce qui favorise les choses. On est toujours en fin de l'Holocène tardif, donc, encore une fois, le climat est inconstant. On va avoir quand même de temps en temps des sécheresses et des famines, mais c'est moins important que ce qu'il y a eu au moment des pestes. Et puis vont arriver Dioclétien et Constantin. Eux, ils vont réformer déjà la monnaie pour pouvoir restabiliser l'État et recréer l'État. Les villes se repeuplent, même s'il y a des disparitions de certaines régions. Et surtout, ce qui avait été fait la première fois, Constantin va le refaire. C'est-à-dire, mais au niveau de l'Europe. Il va prélever des terres chez des riches propriétaires pour les donner à des petits paysans, partant toujours du principe que s'ils sont propriétaires de leurs terres, ils défendront leurs terres. Alors bon, à un moment, c'est un peu renaclé chez les propriétaires, mais bon, il leur a gentiment fait comprendre qu'ils avaient tout intérêt à avoir ces gens qui se battraient pour eux, parce que sinon, il y aurait personne pour se battre. On va avoir donc l'économie, le commerce vont se remettre en place, et surtout, on va avoir une nouvelle capitale, Constantinople. Et qui dit nouvelle capitale dit stock de blé, grenier à blé, dans la nouvelle capitale. Donc on va déplacer les greniers à blé de Rome vers Constantinople. Surtout que c'était toujours l'Égypte qui produisait les blés. Or, le problème l'avantage de l'Égypte et de Constantinople, c'est que c'est quand même beaucoup moins loin que d'aller à Rome. Donc, je vous ai dit, on va avoir les Huns, les Goths, les Ostrogoths, et puis surtout, notre grand migrant, Ratus, qui va s'installer dans les greniers à blé de Constantinople. Et comme il va avoir à manger, il va se répandre sur tout l'Empire. Il était présent depuis moins de 200 dans l'Empire, mais à dose, je dirais, homéopathique. Bon, il y en avait quelques-uns, tandis que là, ils vont tout envahir. Bien entendu, le climat est inconstant, il y a des sécheresses, et il y a aussi épisodiquement nos fameuses maladies endémiques. Mais dans l'ensemble, les choses ne se passent pas trop mal. Jusqu'à Justinien. Justinien, lui, l'empereur Justinien, va décider de reconquérir l'Italie, de reprendre ce qui était son empire. Et il va envoyer Bélisaire, son général. Bélisaire reprend la Sicile, et au printemps, il remonte la botte. Le problème de remonter, il remonte la botte, ça se passe bien, ils sont bien placés pour reprendre Rome, et patatras, nuit noire, en plein jour. Alors, quel est le coupable ? Ça, on pense qu'il y en a plusieurs. Un de ces coupables, c'est Lila Pongo, au Salvador. Et ou le Krakatoa,
et où, il y en a un autre, il y en a encore, ah oui, un Islandais. Et beaucoup d'archéologues suggèrent aussi une météorite pour achever pour décaler un peu l'axe de la Terre. Vous voyez, tout à la fois. Ça va déclencher un petit âge glaciaire. Et puis voilà, bien comme tout, sachant que le Soleil, en gros, pendant plus d'1 an, va avoir la luminosité de la Lune. Donc ce soir, si ce n'est pas trop couvert, regardez comment brille la Lune et vous aurez une idée de comment brillait le Soleil. Et vous imaginez quelle pouvait être la lueur et quelles pouvaient être les récoltes dans une nuit pareille. 2 ans et demi vont mettre les cendres pour se redéposer. Donc vous voyez, ils n'ont pas fini d'avoir froid et de souffrir. Donc, peste et tout ça, ça va permettre, avec les déplacements de population, l'entrée d'une nouvelle maladie, et cette fois-ci, ça sera la peste. Et comme on a les rats partout, ça va se répandre partout. Donc, il va y avoir entre 50 et 60% de morts à Constantinople, et l'empereur sera obligé d'utiliser l'immigration forcée pour repeupler sa capitale. En Anatolie et en Mésopotamie, là, ça va être des inondations. En Afrique du Nord, c'est la désertification, compliquée par des tremblements de terre. Enfin, on dirait que tous les malheurs du monde, c'est le cas, se sont abattus sur cette zone. En Égypte, mauvaise récolte de blé, ça c'était évident. Très faible creux du Nil, puisque elle se déplace et ça n'arrive pas. Et puis surtout, absence d'entretien des infrastructures. Les îles britanniques, alors c'est pareil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de population, au point que la population, les commerçants d'Orient, qui est encore un peu plus riche que les autres, va chercher la population de Grande-Bretagne pour les vendre comme esclaves en Orient. Donc vous voyez, il n'y a plus rien. L'Italie et la Grèce, on n'en sait rien parce que la population a tellement disparu que les archéologues ne retrouvent plus de traces. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne, mais il n'y a pas assez de gens pour qu'ils aient laissé suffisamment de traces. Il n'y a que l'Espagne qui s'en sort pas mal. Les Visigoths étaient très romanisés et avaient beaucoup de villas. Ce qui fait que les côtes ont été complètement dépeuplées, touchées par la peste. Mais les villas, vous savez que c'est pas des maisons, c'est des grandes propriétés agricoles. Résultat, c'était très étendu. Donc, ils étaient séparés les uns des autres, d'où Banco. Ça a été, il n'y avait pas de problème, ils ne se sont pas contaminés. C'est bien les seuls. La Gaule. Alors, la Gaule du Sud, elle a été balayée complètement et balayée 2 fois. Donc, à chaque vague, la Gaule du Sud a été balayée. En revanche, la Gaule du Nord, je vous ai dit, c'était des Germains qui avaient été installés là. Leur culture, même s'ils étaient romanisés, leur culture était quand même plus proche du Nord. Et donc, ils commerçaient préférentiellement avec le Nord. Résultat, ils n'avaient pratiquement pas de contact avec le Sud. Donc, la première vague, ils n'ont pas été touchés. La seconde vague, ils l'ont pris de plein fouet. Alors, j'ai le regret de vous dire que la peste est rentrée par les ports, ce que vous savez. Et donc, les 2 ports du Sud, c'était Marseille et Arles. Et la peste est rentrée à Arles, par Arles. Enfin, par Marseille et par Arles. Et elle va se répandre, et vous voyez là, les deux fois,
la peste rentre, les deux vagues les principales, la peste rentre par ces voies-là. Alors, je suis arrivée au bout, sauf que le fait que j'ai dû venir un peu au débeauté fait que je n'ai pas eu le temps d'adapter la fin de ma conférence à une spécificité locale. La seule chose que je vous dirai, c'est penser à Trinquetaille, qui a été complètement vidé de sa population, et il y a toute raison de penser que la peste y est pour beaucoup. Je peux vous montrer quelque chose, c'est Nîmes, puisque la dernière fois je l'ai fait à Nîmes. Donc vous voyez en rouge, ce sont les remparts à l'époque romaine, et la petite citadelle, c'est les remparts au Moyen-Âge. Vous voyez la contraction de la population. Et puis une autre chose, mais ça, je suis en train d'y travailler parce que j'ai aucune... c'est quelque chose qui me tracasse, c'est que j'aimerais bien savoir si l'abandon aussi de l'aqueduc de Nîmes, qui finalement a assez peu servi, n'est pas dû au fait qu'avec la peste, on n'avait plus personne pour l'entretenir. On sait que celui d'Arles a été entretenu, qu'il a été curé et tout. Il n'y a aucune raison que celui de Nîmes n'ait pas subi le même, enfin, n'ait pas été nettoyé régulièrement. Mais après des pestes, j'aimerais bien savoir si justement c'est pas lié à ce problème du fait d'un manque de main-d'œuvre. Mais ça, c'est une idée à moi, hein. Je ne vous garantis aucune véracité de ce que je raconte. Et je vous remercie. Ah, si, mes sources. Quand même, la plupart de ce que je vous ai raconté vient de ce bouquin, de Kyle Harper. Alors, ça, c'est un petit musée. Je vais faire un petit hommage au Musée Bleu. Sachez que ce livre a été acheté à la librairie du musée. C'est un bouquin extraordinaire qui se lit comme un roman. C'est vraiment très facile à lire et très agréable à lire. En plus, si ça vous intéresse, il a fait des cours au Collège de France en 23-24. Et ils sont en ligne sur YouTube, donc vous pouvez les voir sur YouTube. Et avec son acolyte, qui est Benoît Rossignol, peut-être le connaissez-vous, certainement, qui est prof à Avignon, prof d'épigraphie, spécialiste de Marc Aurèle. Enfin, pour moi, c'est un dieu sur pattes, ce garçon. Il m'a fait aimer l'épigraphie, il faut aller le faire quand même. Bon, voilà. Et je vous ai mis sa photo pour une raison. C'est que si vous allez sur Internet, vous verrez un gentil garçon, bien sous toutes ses formes, le type gendre idéal. Sauf qu'aujourd'hui, il ressemble à ça. Alors, si vous le croisez dans la rue, vous ne le reconnaîtriez pas. Voilà. Ben, je vous remercie. Vous avez parlé du Sahara et de la désertification de cette partie de l'Afrique, et vous avez dit que c'était irrémédiable, inexorable. Or, vous avez aussi dit que le climat, c'est cyclique, ça va, ça vient, ça remonte. Alors, comment on concilie les deux? Non. C'est, pour l'instant, on est dans l'Holocène et on est toujours dans cette ère. Si on repart vers une glaciation, je ne vous dis pas que ça ne changera pas. Pour l'instant, rien ne bougera. Le problème qu'il y a, c'est qu'il restait du Sahara vert des nappes phréatiques. Je vous ai montré les petits... Bon, je n'ai pas continué parce que, bon, sinon... Bon, j'en finis pas, mais il faut savoir qu'il y avait des nappes phréatiques, qu'on a mis des aqueducs, il y avait vraiment de l'eau. Il y avait énormément d'oasis. À partir du moment où on a arrêté, l'eau,
à partir du moment où l'océan s'est arrêté, la désertification a continué. Mais quelques-unes de ces nappes sont restées. Et sachez que la guerre au Mali, aujourd'hui, c'est une guerre de l'eau. Et pourquoi ? Parce que des imbéciles comme moi, hein, je le dis, j'ai pas honte, sont allés placer des pompes dans des puits en disant, et faire des puits en disant il faut que les gens ils aient de l'eau pour leurs bêtes. Sauf qu'il y avait un accord entre les Touaregs et les Peuls. Les Peuls montaient avec 3-4 bêtes, et quand les bêtes des Touaregs avaient bu, celles des Peuls pouvaient boire. À partir du moment où il y a eu d'autres puits, les Peuls sont montés avec beaucoup plus d'animaux. Sauf que des imbéciles comme moi, parce que je dis bien comme moi, n'avaient pas calculé que plus souvent qu'une nappe phréatique, c'était pas sans fin. Et que donc, si on l'épuisait, on l'épuisait. Et c'est plus irrémédiable par ce côté-là. C'est qu'en fait, on a quasiment épuisé toutes les ressources qui étaient dessous. Mais le problème, c'est qu'on ne sera pas là à la prochaine glaciation pour voir. On parle souvent aussi de l'explosion démographique de l'an 1000, où les populations sont passées d'une organisation de type wilaye, se sont regroupées autour des notes castrales, qui ensuite ont donné les châteaux forts et les villages, c'était des châteaux forts. Par quel phénomène climatique on explique? Est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle avec... Complet. C'est exactement la même chose. Et on va, avec la période de peste qu'il va y avoir après, on va avoir un optimum climatique qui va faire on va avoir de très bonnes récoltes. Hein, relisez Le Roi Ladurie, relisez... on ne va pas parler des cathares, mais enfin, disons qu'il y a eu des périodes un peu agitées parce que des gens venus de régions du Nord voulaient conquérir des régions du Sud. Je les comprends, ils avaient envie de se mettre au soleil, eux aussi. Mais on va être dans un optimum climatique, on va bien produire, la population va augmenter, et puis petit âge glaciaire. Et puis la peste, la deuxième, la peste noire de la fin du Moyen-Âge, quoi. Voilà. Donné, c'est exactement pareil. Alors, avec toujours nos fameuses ondulations qui jouent sur le climat, et puis l'activité solaire et les volcans. Donc, à l'époque de nos arènes et du théâtre antique, l'Arles, est-ce qu'il faisait donc plus chaud l'été, plus froid l'hiver? Quel était le climat par rapport à aujourd'hui? Non, il faisait plus chaud. Il faisait plus chaud et plus... Alors, pas plus humide, mais l'humidité, la pluie était beaucoup plus répartie. C'est-à-dire qu'il pleuvait... je ne vais pas vous dire qu'il pleuvait tous les jours, presque toutes les nuits, quoi. C'était pas des périodes, on n'avait pas des pluies torrentielles, on n'avait pas, il pleuvait régulièrement pour pouvoir arroser les cultures de façon agréable, mais non, il faisait plus chaud que maintenant. Mais du fait qu'il faisait plus humide et peut-être beaucoup plus de vent, on n'avait pas le même sentiment. Et les hivers pas plus froids? Je pense pas, non. Non, parce que si on est dans un optimum climatique, il fait plus chaud. Et écoutez, c'est simple. 700 mètres, l'olivier, c'est quand même très haut pour de l'olivier. Mais aussi, Alba, il redescendait de l'huile d'olive, de je ne sais plus où, mais très haut en Ardèche. Donc, je pense que, oui, il faisait beaucoup plus chaud. Vous avez parlé de l'aqueduc de Barbegal. Moi, je me suis toujours posé la question, quand on va dans les Alpilles, on se dit, mais d'où venait l'eau? Parce que c'est tellement sec
est tellement caillouteux, on se dit, mais il n'y a pas de source, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi alimenter une ville comme Arles. Donc, d'où venait cette tourbe? Elle est tombée où? Elle s'est accumulée où? Alors, je peux que vous conseiller les sorties, les visites commentées de l'aqueduc, des aqueducs de Barbegal, puisque finalement, il y en a au moins 2. Et puisque apparemment, il y en a plus que ça, puisqu'ils sont allés chercher différentes sources. Oui, si, c'était des aqueducs, hein, faut pas se leurrer. Et on peut pas alimenter une meulenerie comme ça sans amener l'eau. C'est pas l'eau du puits qui résoudra qui alimentera, qui fera tourner les aubes. Donc c'était l'aqueduc, oui. Si l'Empire romain en avait une idée à l'époque, quel aurait été le meilleur endroit pour installer un Club Med? Pour installer un Club Med, il ne faut pas rire parce qu'il y en avait. Hein. Je pense du côté d'Alexandrie. Le problème, c'est qu'il y a le palu partout. Et ça, donc, oui, il y a le palu partout. Donc, ça, c'est le problème. Maintenant, je pense que du côté d'Alexandrie, c'était pas mal dans le delta du Nil. La Sicile était très bien aussi. C'était assez chouette. Il y a quelques oasis dans le Sahara, le Fayoum ou autre, étaient très agréables. Il y a de très beaux temples grecs, thermes grecs vers le Fayoum ou vers Alexandrie. Je pense que non, mais oui, côté delta du Nil, ça devait être pas mal.